elle me dit qu'elle est en train de débattre avec quelqu'un sur une page Facebook. Je lui dis, ah bon? Elle était en train de débattre avec quelqu'un sur une publication Facebook qui lui soutenait que les likes de la page du soutien aux bijoutiers de Nice étaient faux. Bon, moi je lui dis, bon, je connais un peu le sujet, non, ça, c'est pas des fans faux. À mon avis, c'est une bonne viralité de base, il n'y a pas de problème, voilà. Bon. Il ne faut pas voir les fakes partout. Elle est bien d'accord avec moi, tant mieux. Voilà. Alors, sauf que l'inconnu en face, sur la page Facebook, essaie de lui démontrer par A plus B que ce sont des faux fans, voilà, que c'est organisé par je ne sais quelle mouvance autre. Bref, et donc j'ai bien l'impression qu'en face d'elle, c'était une experte social media, comme on en voit tellement. Et du coup, elle me dit, je dis arrête de te prendre la tête ce dimanche matin, prends ta tartine et puis laisse tomber. Elle me dit non, écris un article, dis quelque chose et tout. Je fais non, écoute, moi j'étais avec ma tartine, mon bol de chocolat, je me dis bon, est-ce que je consacre mon dimanche matin à écrire un article pour une polémique de tweetos de dimanche? Bon. Elle me dit vas-y et tout, je fais bon d'accord, je finis ma tartine et j'écris l'article. Voilà. Dimanche, c'était dimanche 9h et à midi j'ai publié ça, voilà, je tweete vite fait à Rue 89 et au Figaro, voilà, terminé. Bien, c'était finalement pas mal parce qu'en réalité, vous avez entendu parler de cette histoire de faux likes potentiels de la page Facebook de soutien aux bijoutiers de Nice. Donc j'ai fait un article un peu technique qui expliquait que ce n'était pas des faux likes. Et donc il y a eu des milliers de retweets et 100 000 pages vues en 2 jours. Voilà. Et donc j'ai appris 2-3 choses avec cette petite expérience de dimanche il y a 2 semaines et demie. Bon, la première chose c'est qu'il faut toujours écouter sa femme quand elle dit quelque chose. Bon, voilà. Non, alors plus sérieusement, effectivement, j'ai noté 3 choses, mais effectivement la première chose c'est du contenu de qualité au bon endroit et au bon moment. Et alors mine de rien, voilà, c'est ce que j'avais appris ce matin-là. Et donc, et même, je me suis rendu compte que Facebook, voilà, et les réseaux sociaux, mais bon, on va parler aussi de Facebook aujourd'hui, étaient plus importants que la télé, parce qu'il y a même des gens qui ont réagi à ça à la télé. Mais finalement, l'article que j'ai écrit ce matin-là, le dimanche matin, a eu carrément beaucoup plus de reprises, puisqu'en réalité, même dès le lendemain, tout le monde m'a appelé, vraiment, enfin, j'ai eu au moins 6 ou 7 interviews, juste parce que j'avais écrit un article un petit peu théorique, un petit peu technique, pour justifier qu'il n'y avait pas de faux likes sur cette fameuse page de soutien aux bijoutiers de Nice. Donc, je suis Thomas Guenouche, je suis de KRDS, cofondateur, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'état de l'art du marketing sur Facebook, et notamment comment parler du earned, own et paid media sur Facebook. Alors, je vais vous refaire un petit historique. Donc, évidemment, en 2008-2009, vous vous en souvenez peut-être, 2007, on a vu l'historique, on a vu la plateforme se créer sur Facebook. C'était le début du super wall, pour ceux qui s'en souviennent, des choses comme ça. Et donc, c'est là que nous aussi, on s'est créé, KRDS. On a lancé nos premières applis en 2008, ça marchait très bien, voilà, pas de problème. Après, 2010-2011, c'était la course aux fans, puisque effectivement, Facebook a lancé à ce moment-là sa plateforme de page Facebook telle qu'on la connaît plus ou moins aujourd'hui. Il fallait capitaliser sur ses fans. Et donc, finalement, une fois qu'on a eu tous les fans, beaucoup de marques se sont dit, bon, on va faire de l'engagement, on va faire des publications, des concours, voilà, plein de choses pour engager ses fans. Voilà, très bien. Et donc, on va me dire, quid maintenant de 2014-2015, c'est quoi la tendance? Bon, sans doute, certains d'entre vous la connaissent déjà, mais évidemment, on parle de social CRM, de data, de big data, voilà, tout ça. Et effectivement, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Mais finalement, ce n'est pas du tout incompatible avec le reste, puisque aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où on fait des applications pour des fans qu'on engage, mais effectivement, à la fin, on va parler de ROI, puisqu'on va vouloir utiliser ces datas pour voilà, on tirer du retour sur investissement. Donc, parlons du newsfeed. Alors, je sais bien que tout le monde aujourd'hui connaît parfaitement le newsfeed, mais c'est quand même l'occasion de se rappeler qu'est-ce que c'est que le newsfeed. Voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment l'endroit le plus important du web. Voilà. Alors, 1,15 milliard d'utilisateurs sur Facebook. En France, un peu plus de 28 millions d'utilisateurs mensuels. Et une bonne partie, entre 60 et 70% qui se connectent tous les jours. Une bonne partie sur mobile. Donc, et c'est même Facebook eux-mêmes qui le disent, aujourd'hui, concentrez-vous sur le newsfeed. Et si j'ai intitulé cette session maîtriser le earn, own et paid media dans le newsfeed, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que même Facebook eux-mêmes disent, aujourd'hui, c'est le newsfeed. Et par exemple, ils ont organisé une compétition d'innovation au début de l'année.
Et donc on a participé, nous, on a eu des bons résultats puisqu'on a été parmi les gagnants, donc très bien, mais il nous disait vraiment c'était la newsfeed era, donc vraiment c'était le moment de se focaliser sur ce fameux newsfeed. Donc qu'est-ce que c'est que le newsfeed? Voilà, c'est le contenu des amis et de la marque. Et d'ailleurs, comment est fait cet algorithme? Donc vous avez sans doute entendu parler dans le passé beaucoup de EdgeRank par exemple. Bon, il faut savoir que le terme EdgeRank n'est plus utilisé aujourd'hui. Parce que même chez Facebook, ça fait 2 ans qu'ils n'utilisent plus vraiment le terme EdgeRank, on parle de newsfeed algorithm. Voilà. Donc il faut quand même se dire que autant on peut encore peut-être parler de SEO, on peut essayer de craquer l'algorithme de Facebook, de Google ou que sais-je. Sur Facebook, c'est quand même pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Pour moi, le newsfeed est indéchiffrable. Aujourd'hui, on estime qu'à chaque visite, Facebook doit choisir entre environ 1500 stories à vous afficher. Donc, en moyenne. Bon, si vous n'avez que quelques amis et vous êtes fan de rien du tout, il y en aura moins. Mais il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, quand vous rafraîchissez votre newsfeed Facebook doit choisir entre 1500 stories en moyenne. Donc, c'est très compliqué. Il y a des centaines, voire des milliers de paramètres qui rentrent en compte. Nous, on n'essaie même pas de triquer le système. Nous, on n'essaie même pas. Naturellement, on estime que si le contenu est bien, il remontera sur votre page d'accueil. Voilà. Donc, une marque, aujourd'hui, elle est en concurrence, non seulement, évidemment, elle n'est pas vraiment en concurrence, en réalité, avec ses concurrents, mais plutôt avec les amis. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, il faut remonter dans le flux, dans le newsfeed, à travers les amis. Et donc, c'est pour ça qu'on a des acteurs, on va y revenir, mais comme Upworthy aux US, ou même en France, il y en a qui font ça très bien, comme Slate, qui mènent la guerre du titre. En fait, le titre de l'article, autant dans le passé, quand on avait un article de journal, un journal, c'était la une qui était importante, et on pouvait cacher dans le fond du journal des articles de fond. Aujourd'hui, chaque article est son propre média, et donc c'est pour ça qu'il y a même par exemple, Upworthy disent ils écrivent jusqu'à 25 titres pour un seul article, jusqu'à trouver le meilleur, en faisant évidemment du A/B testing. Donc pourquoi Facebook ne parle que du newsfeed? Pourquoi vous devriez concentrer tous vos efforts sur le newsfeed? C'est évidemment parce que les gens ne vont pas sur les pages. Bon, évidemment, ils vont un peu sur les profils de leurs amis, mais finalement pas tant que ça. Et on estime plus de 95% des interactions avec la marque se font depuis le newsfeed. Beaucoup d'entre vous le savent déjà sans doute. Et donc, ça ne sert à rien en tant que tel de capitaliser sur des choses qui ne sont que sur la page. Donc, tout est dans le newsfeed. Voilà, les gens commentent et likent depuis le newsfeed. Et parce que personne ne se lève le matin en se disant bah tiens, si j'allais voir qu'est-ce qu'il y a de neuf sur la page de Danone ou de je sais pas qui. Bon bah non, bien sûr que non. Ils vont pas voir les nouveaux onglets comme ça naturellement. Et enfin, ce qui est très important également, c'est que sur les applications mobiles et tablettes de Facebook, il n'y a pas les onglets de marque et sur les pages Facebook, donc c'est surtout le newsfeed. Donc évidemment, c'est pour ça qu'il faut être dans le newsfeed. Donc qui est dans le newsfeed d'ailleurs avec vous aujourd'hui potentiellement? Donc on a identifié nous chez Cardes 3 types d'annonceurs. Donc on a les gens qui viennent du brick and mortar, l'automobile, le food, voilà. Ce sont des gens qui cherchent de l'image et de la notoriété, un peu comme sur la télé en réalité. Donc la logique, c'est évidemment d'aller acheter finalement l'acte d'achat en magasin. Donc aujourd'hui, on a du mal à mesurer, je dis l'industrie a du mal à mesurer réellement l'impact de Facebook. Aujourd'hui, on se base seulement sur des choses comme des panels et ce qui se fait sur la télé finalement, pour mesurer le ROI de ça. Mais toutefois, évidemment, l'avenir, ce serait de croiser ces datas avec des choses que vous pouvez avoir de votre côté, en tout cas les annonceurs peuvent avoir, c'est par exemple des données de carte de fidélité dans les magasins pour essayer de croiser et de estimer le ROI. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour nous, c'est vraiment, on a pas mal de clients comme ça qui voient dans Facebook une sorte, comme à la télé finalement, ils cherchent de la notoriété et de la visibilité. On a également les e-commerçants, qui ne sont pas forcément à la recherche de la transformation directe parce qu'ils sont ils sont passés du last attribution click model au multi-touch attribution model. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, évidemment, on parle de parcours d'achat, on essaie d'attribuer et d'identifier le parcours du client face à la marque. Et donc, c'est pas parce que, par exemple, il vient de Facebook, que son dernier clic avant l'achat, c'était Facebook, qu'il faut tout miser sur Facebook. Ça se trouve, il a vu 5 fois sur Google avant, et donc c'est pour ça qu'il a acheté. Donc, finalement, dans le newsfeed, on a aussi ces acteurs-là, et donc, d'ailleurs, qui vont de plus en plus personnaliser, on va y revenir, les interactions qu'il peut avoir dans le newsfeed avec de la pub ultra personnalisée et ultra ciblée. Je vais vous expliquer après comment.
Et enfin, on a les Direct Response Advertisers, ceux qui, typiquement les gens qui développent des applications mobiles, dont eux, le but, c'est d'abord de transformer immédiatement. Tu vois, je mets une publicité, et typiquement, Facebook a disrupté le modèle des app install, parce qu'ils ont tout simplement, sur mobile, ils ont les grandes pubs, que vous avez déjà tous dû voir, voilà, qui prennent pratiquement tout l'écran, et c'est aujourd'hui la façon la moins chère et la mieux, pratiquement, de faire du app install sur mobile, donc en passant par Facebook. Et donc, finalement, c'est dans cette optique-là que se traduit aussi le FBX, le Facebook Exchange, sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder. Mais le Facebook Exchange, c'est un protocole d'achat qui est trusté par les Criteo-like et qui permet en fait de faire du retargeting sur Facebook. Et d'ailleurs, en réalité, ça n'a rien de social. C'est simplement voilà, du retargeting avec de l'inventaire qui est finalement très très intéressant et qui marche très bien sur Facebook. Tout simplement parce que les gens sont sur Facebook et dans le newsfeed. Là, on parle vraiment de newsfeed. Ce sont les gens qui sont dans le newsfeed contre, on va dire, avec et contre vous. Donc voilà. On va voir comment utiliser, comment on peut sortir voilà, du lot pour vis-à-vis de tout le monde. Mais donc, comment être dans le newsfeed aujourd'hui? Voilà, j'ai mis l'exemple du mobile. Donc, c'est pas un secret, je ne vais pas me détailler là-dessus, mais évidemment, on parle de content marketing, de contenu, susciter du contenu que les gens veulent partager et liker authentiquement. Voilà. Parce que, bon, mettons que là, on part du principe qu'une marque, voilà, donnée, a une stratégie de contenu déjà définie. Voilà, elle a son CM, son community management, ses applications, ses temps forts de l'année, tout son contenu qui est déjà plus ou moins prêt. Et donc, il faut voir le newsfeed comme un média. Et donc, on va voir comment on va utiliser justement le principe, voilà, la théorisation. Il y a des gens qui ont inventé voilà, cette théorisation qui est à la base de Facebook, hein, du Own, Earned and Paid Media. Et on va voir comment l'appliquer sur le newsfeed Facebook. Alors, on va commencer par finalement, bon, c'est un schéma que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, mais qui mérite d'être revu à l'aune aujourd'hui de l'ère du newsfeed. Voilà. Et donc, on va commencer d'abord plutôt par le own media. Donc, le own media, on peut le dire de façon simple, c'est le média qui n'est pas payé, mais qui est contrôlé. Donc, sur Facebook, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos fans. Voilà. Ce sont les fans et aussi les utilisateurs de vos applications. Mais donc, la réalité, comme vous le savez bien, c'est que si vous faites une publication, vous n'allez toucher guère que 10 à 15% peut-être de vos fans. Voilà. Et donc, ça, c'était il y a encore quelques années, au tout début des pages Facebook, on espérait pouvoir toucher plus, surtout quand on était une petite page. Mais aujourd'hui, évidemment, n'importe quelle grosse page ne touche organiquement, en faisant une publication, voilà, que 10-15% max. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même se dire que d'ailleurs que ce community management qui va être fait, qui va toucher 15% des fans, finalement est intéressant, mais il ne va même pas suffire parce que l'engagement suscité par ces publications sont quand même relativement sommaires. On parle de publications qui vont apporter du like et du comment, mais qui ne vont même pas vous apporter de la data en tant que telle. Par exemple, si vous voulez récupérer un email, récupérer, on va dire, des votes ou que sais-je. Donc, comment maîtriser son own media aujourd'hui sur Facebook dans le newsfeed? Donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui, on va parler d'atomisation du contenu. Parce qu'il est bien possible que dans votre plan marketing, au sein de votre communication, vous ayez des éléments à publier. Voilà. Mais il est clair qu'il vaut mieux 10 vidéos d'1 minute qu'une vidéo de 10 minutes. Et on a plein d'exemples comme ça. Et donc, on imagine même aujourd'hui des métiers qui vont se créer potentiellement, qui vont être des atomisateurs de contenu, dont le principe vont être d'égrener au fur et à mesure de la journée et de la semaine des contenus qui ont été plus ou moins découpés, atomisés, parce que justement, le newsfeed, c'est quand même une plateforme, un média de consommation de contenu assez petit finalement. Voilà, vraiment pas la peine de publier des longues vidéos, vaut mieux finalement les éclater. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans une mouvance type Vine ou Insta vidéo, où vraiment il y a même des gens qui capitalisent des millions de fans parce que voilà, ils publient des vidéos de 7 secondes et ça marche, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, voilà, je rebondis aussi sur mon actualité sur l'histoire du bijoutier de Nice, qui on parle aussi de real time. Et d'ailleurs, même si on peut prévoir un minimum de plans, hein, annuellement on le fait. Nous, on fait des plans annuels avec les temps forts, les marronniers de l'année, très bien, on rebondit dessus. Mais il faut quand même avoir un minimum de réactivité, et donc potentiellement un graphiste ou quelqu'un qui est capable de dégainer quelque chose, un concepteur-rédacteur qui est capable de dégainer quelque chose assez vite pour rebondir. Donc on a des tas d'exemples comme ça. Alors, par exemple avec Oreo qui a rebondi sur la panne de courant
au Super Bowl. Voilà, typiquement, eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait aussi, un peu par hasard finalement, de faire un article un dimanche matin. Et c'était le bon moment parce que je l'aurais fait ne serait-ce que 3 heures plus tard. L'administrateur de la page de Bijouterie de Nice avait déjà publié ses propres stats qui mettaient à mal la théorie des faux likes. Donc finalement, ça se joue des fois à 2-3 heures près. Donc bien que dans votre stratégie de owned media, vous devez évidemment prévoir des choses à long terme, pas de plan quinquennal à la soviétique, mais au moins des choses semestrielles, il faut quand même se réserver une marge de manœuvre. Et donc vous allez me dire, oui, bon, très bien, le owned media, ça veut dire que j'ai du contenu à publier, ok, bon, ça peut coûter cher, voilà, il y a plein de formats, faire des vidéos, voilà, c'est pas donné à tout le monde, même ne serait-ce que des illustrations, ça peut être cher. Donc il y a aussi un axe, évidemment, c'est d'être curateur. Ça marche aussi très bien. On a des gens on a des blogueurs ou des gens d'influents qui ne créent pas de contenu en tant que tel, mais qui font simplement de la curation. Donc ça, c'est vraiment aussi, même pour une marque n'est pas obligée de raconter une histoire, mais elle peut simplement, déjà, au moins, au minima, effectivement, relayer du contenu bien choisi. Donc être prescripteur et curateur. Et donc je conclue sur cette partie-là en parlant de l'anti-exemple. Là, on a vu des choses comme des vacances en Syrie qui n'avaient pas été enlevées. Voilà, typiquement, c'était plus la peine. Voilà. Alors maintenant, le paid media. Donc le paid media, c'est évidemment sur Facebook. Bon, vous le savez bien, c'est le média qui est payé et contrôlé. Donc on va parler aujourd'hui de sponsor story dans le newsfeed. Parce que bon, aujourd'hui, on ne va pas se cacher, sur Facebook, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait même dire, bon, les fans ne sont pas nécessaires et ils ne sont pas non plus suffisants. C'est très bien d'en avoir, mais finalement, on pourrait se passer de fans en tant que marque, parce qu'on peut très bien imaginer des marques qui vont, c'est pas vraiment légitime, qui capitalisent sur des fans, pardon, parce que c'est pas évident, et des marques qui sont moins sexy que d'autres. Et donc, on pourrait marcher qu'avec des ads, voilà. Mais donc, au final, dans le newsfeed, qu'est-ce que sont les publications sponsorisées? Bon, vous le savez très bien, c'est une page qui va publier une publication et qui va ensuite la sponsoriser. Alors, à ses fans, potentiellement qui n'ont pas à l'avoir vue, parce que je vous rappelle que 10 à 15% des fans seulement vont voir organiquement votre publication, mais vous pouvez aussi la promouvoir aux amis des fans, par exemple, ou même à n'importe qui d'autre. Et donc, on va même parler de hidden sponsor stories, c'est-à-dire qu'on peut même préparer maintenant des publications qu'on ne publie pas, mais qui finalement vont quand même remonter dans le newsfeed des gens parce qu'on aura payé et qu'on aura ciblé les bonnes personnes pour. Et d'ailleurs, une fois, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit moi, je sponsor les publicités, les publications qui ne marchent pas très bien, comme ça, au moins tout le monde les voit. Puis quand ça marche bien, c'est cool, c'est gratuit. Bon, en fait, intuitivement, ça pourrait presque marcher. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt l'inverse. Si votre publication ne marche pas, tant pis, elle ne marche pas, on la laisse tomber. Par contre, si vous avez une publication qui a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, justement, il faut la sponsoriser. Et donc, mine de rien, c'est un petit piège dans lequel certains sont tombés. Donc, chaque euro dépensé sera évidemment, il y aura un meilleur effet de levier si vous le dépensez sur une publication qui cartonne. Voilà, c'est assez évident, mais c'est bien de le rappeler. Et donc, je reviens sur le thème, maîtriser son paid media, aujourd'hui ça veut dire quoi? C'est utiliser des outils, parce que finalement ça devient de plus en plus compliqué de vraiment dépenser son argent correctement sur Facebook. Donc on va dire tout un chacun, un simple CM dans une petite PME peut se débrouiller avec les options de base de Facebook, mais quelqu'un qui veut faire beaucoup plus, va être plus pointu, va utiliser des outils. Donc par exemple nous on en développe aussi en interne, mais aussi il y a ce que Facebook met en place aujourd'hui, c'est des choses comme les custom audience. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des custom audience. Il faut quand même comprendre que c'est le genre de choses qui disrupte aussi un petit peu la publicité. Parce qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, vous êtes Monoprix, vous voulez faire de la publicité à vos fans, à vos clients qui ont acheté, je ne sais quoi, par exemple du Coca ou n'importe quoi, et vous le savez parce que vous avez la carte Monop, vous avez le mail, vous pouvez croiser ça avec des publicités sur Facebook. Et donc au final, on peut se dire, ah oui, au lieu qu'ils m'envoient par la poste le bon de réduction sur le Coca-Cola parce que je suis un consommateur, ils vont me l'envoyer sur mon newsfeed Facebook et ça va être plus efficace potentiellement. Voilà, parce que même maintenant sur le mobile, je pourrais très bien avoir mon bon de réduction qui arrive dans mon newsfeed et je le montre à la caisse. Donc voilà, là c'est un exemple, mais évidemment on peut imaginer, c'est vraiment comme ça aujourd'hui que marchent les custom audience.
Et donc, on peut recroiser ça avec l'email, le téléphone et des tas de choses. Et même d'ailleurs aux US, ça ne se fait pas encore en France hein, parce qu'il y a la CNIL, mais aux US, on peut carrément croiser avec des de data brokers du type et faire de la pub, croiser par exemple sa publicité sur quelqu'un qui va bientôt avoir un enfant ou quelqu'un qui va acheter une voiture dans moins de 3 mois. Parce que voilà, il y a des data brokers qui mettent ça sur Facebook. Mais bon, pour le moment, c'est que aux US. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un petit peu, aujourd'hui, on se dit, bon, on le sait très bien, aujourd'hui, il n'y a plus un seul Google, c'est-à-dire qu'on a chacun une page de résultats de Google différent, très bien. Et bien maintenant, on est arrivé dans une ère où on n'a plus tous le même rapport à la page fan. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que toi, tu es fan de Danone, mais moi aussi, mais que je ne vais pas avoir les mêmes publications que toi parce que on aura été targeté d'une façon différente et on n'aurait même pas vu les mêmes choses. Donc l'ère de la page fan qui s'adresse one to many, sans discernement, elle est en train de se terminer. Voilà, à condition d'avoir des datas. Donc, mais évidemment, en fait, là, ce que je m'étais noté, c'est évidemment qu'aujourd'hui, c'est une limite technologique. Bon, mais clairement, quand je parle de 2014-2015, on est dans ces idées-là. Et enfin, je vais revenir sur le earned media, sur le newsfeed Facebook. Hein, on garde le focus sur le newsfeed Facebook. Qu'est-ce que c'est que le earned media? Donc, basiquement, on peut se dire, voilà, c'est les repartages de mes amis. Voilà, ils vont repartager, ils vont liker organiquement, ça va se diffuser dans le newsfeed. Bon, aujourd'hui, tout le monde est un média, mais l'âge d'or de la viralité est terminé. On le sait très bien. On est revenu finalement à la normale, parce qu'on se souvient, dans les années 2000, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quand on voulait partager un contenu rigolo, on tapait dans son Outlook l'adresse email, voilà. Et c'était vraiment laborieux, mais on le faisait parce que le contenu était authentiquement bien. On le faisait. Il y a eu 2007-2008 quand Facebook a lancé sa plateforme. Voilà, on pouvait en un clic, on pouvait ne serait-ce que spammer tous ses amis, quand même. Il faut le dire, il faut se rappeler de ça. On pouvait en un clic le faire, et ça a complètement biaisé finalement la viralité. Ça l'a biaisé, ça l'a trompé. Et donc, mais aujourd'hui, les gens sont devenus plus matures et ils ne se vont plus tromper, c'est clair. Donc, le contenu est devenu finalement. La viralité est redevenue à la normale. Donc, il y aura toujours des petites astuces. On saura toujours profiter. Voilà, de la plateforme Facebook, mais même quand l'Open Graph est sorti, il y a certains qui ont bien su en profiter. L'Open Graph, c'est ce qui a permis de faire du partage automatique, hein, ce qui a beaucoup permis à Spotify ou Dailymotion de se développer, très bien. Mais aujourd'hui, même ça, c'est terminé. Aujourd'hui, ce qui viralise authentiquement, c'est les contenus authentiquement likés et commentés. Et d'ailleurs, c'est ce qui a étonné les commentateurs quand ils ont vu que la page du bijoutier de Nice fonctionnait à mort. En fait, ils se sont dit que c'était faux, mais non, c'est que c'était authentiquement, les gens soutenaient intuitivement, ils donnaient leur like authentiquement à une cause qu'ils pensaient bonne. Voilà. Et donc, comment on va maîtriser son earned media aujourd'hui? En fait, finalement, alors que le earned media quelque part, ça signifie gagner gratuit, on va quand même dire qu'on va remettre de la boucle du paid media dedans. Parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, le earned media tout seul, en réalité, il faut vraiment le décupler avec du paid media, c'est-à-dire en gros de l'achat de Facebook Ads sous la forme de publications sponsorisées, donc pour amplifier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, et finalement, quand on parle aussi de earned media, il faut quand même rappeler qu'il faut des petits conseils simples, mais qui ne sont pas toujours appliqués. C'est de bien mettre en avant les boutons de partage, voilà, et typiquement la Upworthy, que certains connaissent peut-être, qui vient de lever 8 millions de dollars, c'est un média qui a 1 an aux US et qui est passé de 0 à 10 millions de visiteurs uniques par mois, simplement avec des contenus adaptés, notamment au newsfeed, et parce qu'en fait, ils ont mis le bouton de partage de Facebook et de Twitter juste bien mis, bien en bas. Ils ont aussi su capitaliser sur une techno comme l'email, hein, vous verrez si vous allez voir. Mais clairement, c'est du contenu qui est fait pour le newsfeed, mine de rien, parce que c'est des titres qui sont tellement bien pensés qu'au final, même les gens repartagent sans les lire, les articles, on le sait très bien. Donc voilà. Et j'allais dire aussi, de toute façon, le paid media, dépenser de l'argent, on peut se dire, à un moment donné, il n'y a pas besoin, mais si même les marques les plus sexy, telles que Red Bull, Starbucks ou Oasis, continuent d'alimenter leur paid media, y compris sur le newsfeed, c'est pas pour rien, c'est que de toute façon, toutes les marques en ont besoin. Et d'ailleurs, c'est étonnant, aujourd'hui, on n'est encore qu'à 12% du budget média qui est digital.
donc 12%, c'est-à-dire que le reste, les 88% autres, sont dans les magazines, sont à la télé, sont dans l'affichage traditionnel. Donc évidemment, finalement, c'est presque un non-sens économique à cause de limites technologiques, c'est-à-dire qu'on est encore en train de faire des bombes nucléaires, on diffuse du contenu de masse pour tout le monde, sans aucun discernement, et évidemment ça va changer, même Facebook va disrupter ça encore une fois, quand ils vont lancer les vidéos dans le newsfeed, donc ça, d'un point de vue utilisateur, on pourra en penser ce qu'on veut, d'un point de vue marketeur, il faudra savoir s'en servir. Donc, et finalement, ça veut dire quoi? Qu'on gâche du budget. Et même ceux qui le font bien finissent quand même par gâcher du budget. J'ai des exemples où les gens, où les publicitaires vont faire une publication sponsorisée. Il va y avoir l'acte d'achat derrière, mais le lendemain, j'ai à nouveau la publication sponsorisée dans mon newsfeed, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su réagir assez vite. Alors que théoriquement, aujourd'hui, avec les systèmes, avec les outils ou même avec le FBX, on est capable de réagir en 5 secondes normalement. En 5 secondes, si la personne elle a acheté, la publicité n'apparaît plus dans le newsfeed. Donc voilà, pour conclure sur cette partie du earned media, c'est savoir amplifier au bon moment. Et donc, et je vais conclure cette partie-là aussi en disant que finalement, ces publicités, si elles étaient parfaitement bien faites, si elles étaient parfaitement bien ciblées et optimisées, on ne parlerait même plus de pub, en réalité, on parlerait de bons plans. Voilà. Et en réalité, on y est presque, on est dans quelques années finalement au pub one-one, où il n'y aura plus finalement presque que du bon plan. Mais bon, ça après c'est presque philosophique, vous verrez comment vous le voyez. Très bien. Alors, je vais conclure, est-ce que ça marche ? Sur 2-3 cas studies rapides. Donc, on parle par exemple de Canal+ Pronostic Ligue 1, l'application qui a la plus longue longévité sur Facebook de marque. Ça fait 4 ans qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, si on a des beaux chiffres comme ça, c'est tout simplement parce que, mine de rien, il y a un contenu sympa. C'est-à-dire qu'en gros, je partage quoi sur mon newsfeed? Mes pronostics pour la journée. Donc, typiquement, pour les fans de foot, il n'y a rien de plus sexy que de partager ses pronostics. Donc, non seulement, de toute façon, oui, en soi, c'est un jeu sympa, on est d'accord, c'est pas dû qu'au newsfeed, mais si on a eu énormément d'impressions sociales de marque, c'est-à-dire Canal+ a été imprimé énormément de fois grâce à ça, c'est parce que les gens publient eux-mêmes du contenu rigolo et sympa qui leur plaise. Un autre cas intéressant qui a été fait chez Cardes, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est Commit Strip, qui est un blog pour les codeurs. Et en fait, ça a été monté à la base par Cardes. Et aujourd'hui, ça s'est un petit peu émancipé, mais clairement, qu'est-ce que ça a donné? Commit Strip, c'est simplement une BD de codeurs tous les jours. Tous les jours, une blague de codeurs. Et là, on en est à bientôt peut-être 80 000 visiteurs uniques par mois, organiquement, sans aucune publicité, simplement parce qu'en fait, on a adopté un contenu qui était très bien pour le newsfeed, d'ailleurs, qu'on estime qui n'est pas assez utilisé, qui est la bande dessinée. Voilà. Typiquement, une bande dessinée dans le newsfeed, c'est 20 secondes de lecture, je donne mon like, je donne mon commentaire, je repartage immédiatement. C'est vraiment un bon contenu qui en plus ne coûte pas si cher, donc qui est envisagé. Et là, typiquement, même sur un public qui peut être un peu Facebook averse, certains on peut le dire quand même, les technophiles, certains, notamment les codeurs, finalement on a une communauté sur Google+, qui est aussi importante pratiquement que sur Facebook, sur ce genre de cible. Et bien malgré ça, typiquement, ça a très bien marché. Et même tellement, on a vraiment du contenu de marque, là c'est même plus du contenu, vous allez me dire de marque, c'est du contenu pur. Mais voilà, avec ça, on a fait une levée de fonds de 15 000 € de Ulule, donc de crowdfunding, qui a marché tout simplement parce que les gens aimaient bien ces strips. Donc, d'ailleurs, vous pouvez aller acheter le livre si vous voulez sur Ulule. Voilà. Et donc, dernier exemple qui n'est pas de nous mais qui est bien connu, c'est Oreo, le Daily Twist, qui pendant quelques semaines, tous les jours, on rebondit sur l'actualité avec simplement un graphiste ou deux. Enfin voilà, il rebondissait sur Mars, sur la Gay Pride, voilà, tout ce qu'on veut. Il faut quand même se dire qu'à la base, on va s'arrêter là. C'est un gâteau, c'est un gâteau Oreo. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là, merci. Et je conclue juste en vous disant que voilà, le marketing one-one, ça passera aussi par les outils type les instant messengers. J'étais en Chine le mois dernier, WeChat ou même Line au Japon sont en train d'exploser et de proposer de nouveaux outils marketing aux marketeurs. Et là, ça va être du one-one. Donc vraiment typiquement du one-one. Donc on se dirige vers ça. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.